Bonjour, bienvenue à la deuxième partie du cours 1. Donc, dans cette vidéo, nous allons couvrir ensemble les droits de la personne soignée qui nous restait à voir. Donc, dans votre chenelière, de la page 12 à la page 14. Vous devriez en principe avoir déjà écouté la vidéo du cours 1, première partie, et fait les exercices donc à la page 2 et 3 et à la page 10 à 12, puis vous pouvez vous corriger avec les vidéos correspondantes aux différentes pages des exercices. On était donc rendu au droit de la personne soignée, donc le droit à l'information et à la vérité, qui se trouve en fait à la page 12 dans votre chenelière. Droit à l'information et à la vérité, c'est en fait grâce à ce droit-là que le patient va aller chercher toutes les informations pertinentes en lien avec son diagnostic, les soins qu'il va recevoir, pour pouvoir prendre une décision éclairée, donner un consentement qui est en fait éclairé. Le patient doit recevoir toutes les informations pertinentes. Ce qui veut dire que quand je vais donner un soin, je me dois, comme professionnel de la santé, d'expliquer au patient ce que je m'en vais faire, lui expliquer les avantages, les risques, tant que ça reste dans mon champ de compétences. Donc, si j'ai des informations à transmettre au patient qui relèvent d'un autre professionnel de la santé, que ce soit le médecin ou l'infirmière, moi, mon rôle comme infirmière auxiliaire, c'est de référer le patient au bon professionnel. Quand je donne des informations à mon patient parce que je veux obtenir son consentement pour faire un soin, il faut que je m'assure que le patient a le temps d'y réfléchir, qu'il a le temps d'aller chercher d'autres informations, qu'il a le temps de gérer ses émotions avant de prendre une décision. C'est jamais une bonne idée de donner des informations rapidement à un patient, essayer d'obtenir son consentement rapidement, sauf dans une situation urgente. Et bien entendu que si les soins que le patient nécessite ont un impact sur sa survie, sur une situation d'urgence, mais à ce moment-là, on n'a pas nécessairement le temps de le laisser réfléchir. Sinon, c'est quelque chose qui devrait être fait. Donc, quand mon patient me pose une question, je me dois aussi de répondre la vérité. La vérité, des fois, ce que ça veut dire, c'est de dire au patient, écoutez, je ne le sais pas, je vais aller m'informer et je vous reviens. C'est important, par contre, si on répond ça à notre patient, d'aller chercher l'information et d'effectivement revenir comme on l'a mentionné. C'est toujours préférable de dire qu'on ne le sait pas plutôt que de donner une réponse qui pourrait être la mauvaise ou qui pourrait faire en sorte que le patient se retrouve un peu confus par rapport à des informations contradictoires qu'il aurait reçues. Donc, c'est correct de dire à un patient « je ne le sais pas ». C'est la bonne chose à faire quand on n'est pas certain. Mais il faut quand même aller chercher l'information à ce moment-là. Quand on parle du droit à l'information et à la vérité, l'infirmière auxiliaire comme telle a une responsabilité par rapport à ce droit-là, donc on en a parlé, là, mais c'est vraiment d'expliquer chacune de ces interventions, puis de laisser le patient refuser ou accepter. Des fois, ça veut dire de valider la compréhension du client. Donc, par exemple, je vais lui donner ses médicaments. Quand je donne un médicament, je dois fournir les informations au patient, lui expliquer qu'est-ce que c'est le médicament, les effets indésirables, les effets thérapeutiques et tout ça. Donc, c'est correct aussi de dire au patient, est-ce que vous savez ce que vous prenez comme médicament? Êtes-vous capable de m'expliquer vos médicaments? Puis, d'aller rajouter des informations qui seraient pertinentes, qui pourraient manquer au patient. On l'a dit, on réfère au bon professionnel, puis on garde les explications qu'on peut donner en fonction de notre champ d'exercice. Et si ça dépasse nos compétences ou nos connaissances, on réfère le patient à la bonne personne. Le droit fondamental suivant de la personne soignée, c'est le droit à la loyauté et à la confidentialité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le droit à la loyauté? Ça veut dire que tout ce que je vais faire comme soin ou comme intervention auprès de mon patient, ça devrait toujours être dans le but de favoriser l'intérêt du patient. Mon but, c'est de faire le mieux possible, de faire le bien pour mon client. Donc, j'agis avec professionnalisme. Je m'assure de faire les choses pour lesquelles je suis formée, que je suis à l'aise de faire. Donc, j'agis avec prudence pour être sûr que mon patient est en sécurité quand je lui donne des soins. Mon rôle comme soignante, c'est de toujours être l'avocat du patient, le protéger, le défendre, agir dans son meilleur intérêt. Quand on parle de confidentialité, là, on réfère à la vie privée du client. Donc, nous, comme infirmières auxiliaires, on est tenus de respecter le secret professionnel.
Qu'est-ce que ça veut dire, le secret professionnel? C'est que je ne dois en aucun cas divulguer des informations contenues dans le dossier d'un patient à des personnes qui ne sont pas impliquées dans ce dossier. Donc, je peux transmettre des informations à l'infirmière, au médecin, en fonction de l'intérêt du patient, s'ils sont impliqués dans les soins, mais pas aux gens qui ne sont pas impliqués dans les soins. Et ça inclut mes collègues de travail. Je ne peux pas parler du patient qui est sous mes soins avec une autre collègue de travail qui ne donne pas les soins au patient. Ça fait partie du secret professionnel aussi. Si ce n'est pas dans un but thérapeutique avec un professionnel impliqué dans le dossier, je suis tenue au secret professionnel. Ça veut dire que je ne peux pas parler de mon patient à la cafétéria, je ne peux pas parler de mon patient dans l'ascenseur, je ne peux pas parler de mon patient avec les membres de ma famille. C'est une obligation légale. Donc, toute personne qui reçoit des soins du système de santé peut s'attendre à ce que son dossier soit confidentiel et qu'on n'en parle pas avec les autres. Donc, c'est bien, bien, bien important de comprendre que le secret professionnel, c'est une obligation légale. Ça découle d'une loi. Donc, dans le cadre de vos fonctions professionnelles, vous ne pouvez pas divulguer les informations. Les seules raisons pour lesquelles vous pourriez divulguer des informations, c'est si vous avez une autorisation verbale ou écrite du patient. Par exemple, peu importe la raison, il y a quelqu'un qui veut avoir des informations sur ce patient-là. Avant de transmettre les informations, vous devez avoir l'autorisation du patient. Ça inclut son épouse, ses enfants, les membres de sa famille qui viennent vous poser des questions. Mon père est hospitalisé, M. Tremblay dans la chambre 207. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Si vous n'avez pas un accord verbal ou écrit précis de la part du patient, vous ne pouvez pas transmettre les informations. Vous pouvez le faire, c'est sûr que si c'est un acte dans le sens où c'est une personne comme un mandataire ou le curateur ou le tuteur, donc là, il y a une autorisation légale de divulguer l'information parce que c'est cette personne-là qui prend les décisions. Mais si la personne, elle est apte et lucide, il faut orienter les membres de la famille vers le patient. Donc, vous pouvez aller voir votre père, lui poser des questions. Il faut s'assurer que le patient est d'accord. Quand il y a des visiteurs dans la chambre, avant de faire un soin, il faut bien sûr s'entendre à valider avec le patient avant de parler ou de donner des informations devant les visiteurs. Donc, par exemple, vous voulez aller donner des médicaments à votre patient, ses enfants sont au chevet. Avant de commencer à expliquer tous les médicaments au patient, vous devez dire, est-ce que c'est correct si je vous donne les explications devant votre famille? Ou est-ce que vous préférez que les gens sortent? Il faut faire attention, c'est pas parce que les membres de la famille sont présents qu'ils sont au courant des détails du dossier et c'est un droit du patient de ne pas, qu'on ne divulgue pas ces informations-là aux membres de sa famille. Autre condition pour laquelle on pourrait briser le secret professionnel, je reçois une patiente qui est victime de violences conjugales. Je sens qu'il y a un risque imminent pour sa sécurité. Il y a un risque vraiment là, que ce soit très dangereux à court terme. Donc, vraiment, là, de façon vraiment immédiate ou dans les à court terme, il y a un risque de mort imminente ou de blessure grave chez cette personne-là. Je pourrais transmettre des informations aux policiers. C'est sûr que si je transmets ces informations-là, donc si je brise mon secret professionnel, je dois documenter dans le dossier exactement, précisément à qui j'ai transmis l'information, dans quel contexte et pourquoi je l'ai fait. Vous pouvez être poursuivi pour avoir brisé le secret professionnel, donc il faut s'assurer de le faire vraiment dans un cadre qui est bien encadré et qui est clair. Dans votre chenelière, vous avez en fait différents exemples de moments où il y a eu un bris au niveau du secret professionnel. Donc, si vous regardez, par exemple, en juin 2006, à la page 14, on vous dit qu'un client en phase terminale d'un cancer a fait une confession à une préposée aux bénéficiaires, donc une infirmière auxiliaire, en leur disant qu'il avait commis un meurtre. Puis là, plusieurs années après cet événement-là, l'infirmière auxiliaire a décidé de parler aux journalistes, donc pour dire qu'elle avait été avisée par ce patient-là qui avait commis un meurtre, etc. Puis ça a été quand même un dossier qui a été analysé en justice et tout ça, parce qu'il y avait un bris au secret professionnel. Donc, c'est pas parce que le patient est décédé que ça nous libère, en fait, de notre rôle professionnel. Ce qui a été déterminé, c'est que le client avait renoncé au secret professionnel, donc par ses actions, par sa façon de parler et tout ça.
Mais gardez en tête que ce n'est pas toujours le cas et que ce n'est pas parce que le patient est décédé que là, à ce moment-là, on a le droit de divulguer là, toutes les informations qui sont contenues dans le dossier du patient. Le dernier droit fondamental qui reste à voir, on va en reparler un petit peu plus tard, en fait, dans les prochaines pages à venir là, avec les différentes lois, c'est le droit de liberté de la personne. Donc, la personne a le droit à son autonomie, à sa liberté. Donc, elle a le droit de faire des choix pour elle, elle a le droit de décider d'accepter ou de refuser des traitements. Donc, le droit de liberté à la personne, c'est vraiment important d'en tenir compte. Il y a un cadre légal qui met en place les autorisations d'agir si la personne n'est pas apte à prendre des décisions pour elle-même. Mais sinon, la personne a entièrement le droit de signer un refus de traitement si elle désire ne pas suivre le traitement. Par contre, il faut s'assurer qu'on a bien expliqué aux patients les raisons pour lesquelles on veut faire un traitement, les avantages, les risques, etc., à ne pas faire ou à faire un traitement. Mais reste que la personne est entièrement libre, elle a le droit de faire ce qu'elle veut en fonction de ce qu'elle juge qui est pertinent selon son état. Donc, c'est ce qui conclut le cours numéro 1. Je vous souhaite une belle soirée.